Voilà, pour notre nouvelle causerie à propos de la méthode scientifique, des sciences, de la technologie, de la technique. L'idée étant de rendre service à un jeune ami qui m'interroge à ce propos et qui en réalité est un représentant d'un groupe immense de personnes qui ont les mêmes questions. On a dans une première vidéo cadré la chose, réfléchi à la différence entre science, technologie, technique. On a annoncé la méthode des sciences de la nature et on a vu qu'il y avait des étapes successives, identifier un phénomène, le quantifier, réunir les données de mesure en équation. Euh, Ensuite, il y a induire une théorie, donc construire une théorie, par induction, abduction, peu importe, enfin construire la théorie. Et puis ensuite, il y aura recherche de prévisions théoriques testables et tests expérimentaux de ces prévisions théoriques. Voilà. Et là, on en est donc à la question de la théorie, de la construction théorique. Donc on a identifié un phénomène, on a un phénomène, ensuite on a caractérisé quantitativement ce phénomène, on a mesuré différents aspects du phénomène, on a cherché des relations entre les données, c'est-à-dire qu'on a vu s'il y avait des proportionnalités, s'il y avait des variations exponentielles, s'il y avait des, etc. Et puis, comment... Et on- bref, on a trouvé des équations, enfin, on a cherché des équations, on les a trouvées. On a vu que ça pouvait être numérique aussi. Puis maintenant, il y a cette question de construire une théorie. Alors, l'objectif, c'est donc de construire une théorie, c'est-à-dire une explication du phénomène en termes de mécanisme. Mais on se rappelle que l'objectif réel de toute cette affaire, c'est quand même de faire des découvertes. Donc, la théorie, il va falloir la construire, mais la construire, on n'est pas là pour construire arbitrairement. C'est-à-dire qu'on est là pour prendre les équations qu'on a identifiées et puis voir comment tout ça se met ensemble, comment ça s'imbrique. Hein. Et pour ça, on est parfois obligé, enfin obligé ou conduit à introduire des concepts nouveaux, par exemple euh, l'électron bon, ou l'atome. L'atome. Euh, donc on, on a cette question très difficile. C'est-à-dire que là, on n'est plus en train de trouver des conséquences. On est plutôt en train d'imaginer une construction. Une construction, euh, parce que les équations, elles sont bien gentilles, les équations qui réunissent les données, mais ensuite, il faut les faire tenir ensemble. Hein, tenir ensemble, il faut que tout ça soit compatible quantitativement. C'est-à-dire que c'est euh, les, les, les concepts qu'on va introduire. Alors, ces concepts, ça peut être l'énergie, la température, le potentiel chimique, l'entropie. Ces concepts, d'abord, ils doivent avoir une cohérence. Hein, il faut pas qu'ils soient ambigus. Mais aussi, il faut qu'ils aient une cohérence logique, c'est-à-dire dans leur fonctionnement. Mais il faut qu'ils aient une applicabilité, c'est-à-dire qu'ils correspondent à quelque chose. Alors, l'histoire de la construction des théories scientifiques est une histoire passionnante. Et en particulier, pour la mécanique quantique, on a vu un cas tout à fait extraordinaire où deux descriptions théoriques différentes, finalement, se sont révélées être identiques. Euh, donc là, il y a des tas de choses merveilleuses à regarder. Comme je sais que mes jeunes amis qui m'interrogent sont plus intéressés par la gastronomie moléculaire que par la physique quantique, je vais prendre plutôt deux exemples, et deux exemples qui sont dans le champ de la gastronomie moléculaire et physique. Alors le premier, c'est l'introduction du concept de robustesse. Alors je vais le raconter de la façon suivante. Quand on cuit un rôti de porc, par exemple, bon, on le met dans le four à 200 degrés, on part se promener une demi-heure, et quand on revient, c'est cuit. Voilà. Alors, c'est peut-être, ça va dépendre de la taille du rôti, mais en gros, une demi-heure à une heure, ça ira pour des rôtis de porc, selon le degré de cuisson qu'on aime. Bon.
Ça rate jamais. Enfin, c'est pas possible. Maintenant, il y a des choses qui ratent. Alors, par exemple, bah tiens, la sauce mayonnaise. La sauce mayonnaise, je vous rappelle la recette, il n'y a pas de moutarde, hein, on est bien d'accord, sinon c'est une rémoulade. Donc la sauce mayonnaise, c'est un jaune d'œuf, une cuillerée de vinaigre, du sel, du poivre et on ajoute de l'huile en fouettant. Alors dans le temps, c'était pas en fouettant, c'était avec un mortier, un pilon, et il fallait passer un quart d'heure. Et, et- et Marie-Antoine Carême, donc, qui est un des plus grands cuisiniers de l'histoire de la cuisine française, nous dit bien que c'est du frottement répété contre, du pilon contre le bord de la terrine que dépendent la blancheur et la fermeté de la mayonnaise. Et il a raison. Et il a raison parce qu'en réalité, on divise en gouttelettes l'huile en gouttelettes de plus en plus petites et ça donne une couleur blanche et plus de fermeté. Bon. Alors, simplement, la mayonnaise, ça peut rater. Hein, et donc, on comprend que c'est moins. Rater, ça veut dire qu'au lieu d'avoir cette espèce d'aspect homogène, ferme, on a deux phases qui se séparent, deux liquides qui se séparent et l'huile vient surnager. Donc ça, c'est raté. C'est pas une mayonnaise. C'est pas ce qu'on appelle une émulsion qui veut dire une dispersion de gouttelettes d'huile dans l'eau. Enfin, de gouttelettes d'huile dans l'eau, dans ce cas précis. Hein, le mot émulsion est plus général. Bon. Et donc, la mayonnaise peut rater, le rôti de porc peut pas rater. Ou le rôti de bœuf, peu importe. Maintenant, comment est-ce qu'on peut caractériser le fait que la mayonnaise est plus fragile que, que le rôti? Fragile, ça veut dire que c'est un adjectif. Alors ça, c'est très intéressant. Dans notre groupe de recherche, il est bien dit que les adjectifs et les adverbes sont interdits. Enfin, nous les interdisons. Hein. Nous les interdisons pour les remplacer toujours par la réponse à la question combien. Donc fragile, combien? Alors, en l'occurrence, je me suis posé cette question et j'ai introduit un concept que j'appelle la robustesse d'une recette. Alors, c'est pas très compliqué, c'est mathématisé forcément, mais on peut l'expliquer avec une comparaison en termes normaux, enfin en termes de tous les jours. Si vous êtes au sommet d'une montagne et qu'il y a un chemin qui fait 1 mètre de large, vous ne tombez pas, parce que vous avez 1 mètre pour vous remettre. Bon. Si maintenant vous êtes sur un chemin qui fait 1 millimètre, à ce moment-là, vous tombez. Enfin, sauf si on est un très bon équilibriste, mais en gros, on tombe. Donc, on voit bien qu'il y a une relation entre, mettons, la taille des chaussures et puis la largeur du chemin. Donc, si on veut un paramètre quantitatif qui décrit le fait de tomber ou de ne pas tomber, ben on va diviser, mettons, la taille des chaussures par la taille du chemin, ou l'inverse. Hein. Et c'est comme ça que j'ai introduit, je crois que c'est en 2002, sauf erreur, la robustesse des recettes, qui est une manière euh, quantitative, enfin mathématique si vous préférez, de décrire précisément la robustesse des recettes. Bon. Voilà une théorie, la théorie de la robustesse. Alors après, une fois qu'on a ce paramètre quantitatif, on peut se poser des tas de questions, on peut appliquer cette théorie, et c'est porteur, c'est-à-dire que c'est générateur de nouvelles idées, on peut explorer le monde différemment parce qu'on a un nouveau concept. Quand on a le concept d'atome, le concept d'électron, le concept d'entropie, on peut explorer le monde différemment. Voilà l'intérêt de la théorie. Alors un deuxième exemple qui est à mon avis plus intéressant, c'est ce que j'ai appelé le formalisme des systèmes dispersés. Alors celui-là, il s'est né en 2001. Je voyais des émulsions huile dans eau, c'est-à-dire le cas de la mayonnaise. Donc on met de l'huile et on la fouette dans une solution aqueuse qui est le jaune d'œuf et le vinaigre. Mais si on prend maintenant un blanc d'œuf qu'on fouette, on obtient une mousse avec des bulles d'air dispersées dans un liquide. Le- L'eau et les protéines, enfin la solution du blanc d'œuf en quelque sorte. Maintenant, si j'ajoute de l'huile en fouettant, à ce moment-là, je vais y mettre des gouttes d'huile. Donc je vais faire quelque chose de plus compliqué, c'est-à-dire qu'il y aura à la fois une mousse et une émulsion. Alors il se trouve qu'à l'époque, on avait une façon abrégée de dire émulsion huile dans eau, c'était O slash W. Hein, huile dans eau, W pour water et O pour huile. Et donc je me suis dit,
faisons pareil avec G pour gaz, S pour solide, et puis peut-être que ce slash qui veut dire quoi au fait? Ben, il veut dire dispersion aléatoire. Mais il y a peut-être d'autres opérateurs. Hein, alors, comme j'ai construit un système formel, un formalisme, une sorte d'algèbre, comme l'avait fait Lavoisier avec le formalisme de la chimie. Hein, ce formalisme décrit tous les systèmes dispersés, ce qu'on appelait dans le temps les systèmes colloïdaux. Mais il décrit plus que les systèmes colloïdaux, il décrit les systèmes organisés à toutes les échelles, à l'échelle macroscopique, microscopique, nanoscopique, mésoscopique. Et c'est très puissant. Et c'est très puissant parce que on a un formalisme, ça veut dire qu'une espèce de machine calculatoire. Et on peut faire tourner ce formalisme et produire des formules. Et ces formules, on peut aller ensuite les chercher dans le monde, où, où on les reconnaît, ou bien on peut les fabriquer. Alors à ce moment-là, si on les fabrique, c'est plus de la science, c'est de la technologie. Quand on les cherche dans le monde, on fait des découvertes. Par exemple, combien y a-t-il d'émulsions simples, bon, de mousse simple? Vous voyez, on peut faire, une fois qu'on a le concept théorique, on a des outils intellectuels qui peuvent être plus ou moins puissants, mais qui parfois sont d'une puissance extraordinaire. Et là, ils nous permettent d'aller à l'étape suivante, qui est de faire des découvertes. On se souvient que la science explore les mécanismes des phénomènes en vue de faire des découvertes, pas simplement pour trouver les mécanismes des phénomènes. Bon. Voilà. Voilà pour notre étape numéro 4, induire une théorie. Il faut introduire des concepts, des nouveaux objets, sur la base de descriptions quantitatives qui avaient été faites. Alors il nous reste deux étapes dans cette méthode scientifique qui sont donc chercher des conséquences de la théorie et ensuite les tester. Et ça fera l'objet des vidéos suivantes.